Madame le Premier ministre, votre croissance démographique en Inde n'est toujours pas contrôlée et cela pose un grave danger pour l'avenir du pays. Comment comptez-vous remédier à cette situation? L'Inde, comme vous le savez, est l'un des premiers pays à avoir inscrit le contrôle des naissances à son programme officiel. Alors que nous n'avons pas réussi dans la mesure où nous l'espérions, je ne dirais pas que le programme a totalement échoué. En fait, notre nombre est inférieur de 29 millions à celui prédit. Le taux de naissance a passé de 41 pour 1000 à 37 pour 1000. Il est vrai que ce n'est pas beaucoup, mais la croissance de la population n'est pas tendue à un taux de naissance élevé qu'à une longévité plus grande. Heureusement, je crois qu'en général, les Indiens, les femmes surtout, sont favorables au contrôle des naissances. Il nous faut à présent convaincre leurs maris. Madame le Premier ministre, est-ce que vous pensez que l'on peut gouverner un pays en voie de développement sans une certaine dose d'autoritarisme? Je ne crois pas seulement qu'on peut ainsi gouverner, mais que c'est même le seul moyen de le faire. La démocratie, selon Churchill, est le plus fragile des systèmes, mais il n'y a pas mieux pour le moment. C'est du moins ce qu'il a dit. Je crois que pour un pays aussi grand et aussi varié que l'Inde, il n'y a pas d'autre moyen. Pour une raison bien simple et d'ordre pratique. Je n'en fais pas un principe absolu, mais la raison pratique, politique, est que dans un système démocratique, les petites explosions sont possibles. Dans un grand pays, il y a forcément des explosions, des désaccords, de l'agitation. La démocratie vous permet de les affronter tous. Mais si vous en empêchez l'extériorisation, alors vous incitez le peuple à une explosion plus grande que vous ne pourrez pas contrôler. C'est pourquoi nous sommes fermement, idéologiquement et pratiquement attachés au système démocratique. Vous remarquerez d'ailleurs que chaque pays démocratique a sa propre conception de la démocratie. La conception française diffère de l'anglaise qui diffère de la suisse. Ainsi, chaque nation doit forger le type de démocratie qui convient le mieux à son peuple. Vous n'avez pas le sentiment un peu que les puissances ont un peu, je ne dirais pas méprisé, mais tenu l'Inde un peu à l'écart? Est-ce qu'il n'y a pas un sentiment de frustration en Inde par rapport à cette perception? Je ne ressens aucune frustration et j'espère que les autres n'en ressentent pas non plus. Il est vrai qu'on essaie de déconsidérer ce que l'Inde entreprend, mais je crois que la raison essentielle est qu'on veut nous garder en état de dépendance. Or, nous essayons de suivre notre propre voie, non seulement à cause de ce que je viens de mentionner, mais aussi parce que nous attachons beaucoup d'importance à nos traditions. Nous pensons qu'il y a en Inde une qualité essentielle qui donne la force nécessaire au peuple indien et qui, à travers les vicissitudes et les aléas de l'histoire, a permis à notre peuple de faire face aux crises. Nous ne voulons pas perdre cela. Nous voulons conserver la personnalité indienne, mais nous voulons utiliser la technologie moderne et la science pour consolider cette personnalité, pour résoudre les problèmes du sous-développement économique et pour élever le niveau de vie de nos concitoyens. Il est vrai que la presse, les médias occidentaux et d'autres encore ont souvent essayé de réduire l'importance de ce que nous avons accompli. Mais si vous examinez les choses de près, vous constaterez que notre point de vue s'est révélé être le bon. Nous devons donc nous préoccuper de nous-mêmes et ne pas accorder trop d'importance aux dires d'autrui. Quelle est la réaction indienne à l'égard de l'armement qui est en train de s'accumuler dans la région de l'océan Indien? Est-ce que vous considérez cela comme un danger? Nous pensons que c'est un danger qui menace le monde entier et pas seulement l'Inde. Tous les pays riverains de l'océan Indien se sont fermement opposés à l'augmentation de la présence militaire. Malgré cela, nous constatons que cette présence s'amplifie, qu'elle comprend l'armement nucléaire.
Nous nous y opposons d'abord par principe, celui de l'appartenance de l'océan aux pays qui l'entourent. Pourquoi d'autres y manifesteraient-ils leur présence autrement qu'à des fins pacifiques? Mais aussi parce que nous avons l'impression que le monde entier se dirige vers une plus grande confrontation. Voilà pourquoi nous sommes préoccupés par cet accroissement d'armement. Nous pensons qu'une fois de plus, l'industrie des armements dépasse les autres industries dans les pays riches, ce qui signifie que ces pays vont donner cet armement à d'autres. Lorsque ces derniers auront entre leurs mains les armes, ils seront susceptibles de les utiliser à leur tour. Et ainsi que certains dirigeants de très haut niveau venus nous rendre visite l'ont affirmé, cet accroissement régulier de la confrontation peut tout à coup mener le monde à la guerre, sans qu'on ne l'ait vraiment voulu et sans qu'on ait même tenté de l'éviter. Le mouvement des non-alignés est actuellement dans une très mauvaise situation. Certains disent même qu'il est mort, en fait. Est-ce que vous voyez un moyen de redonner à ce mouvement des non-alignés une certaine vigueur? Je peux vous assurer qu'il est loin d'être mort. Il est vrai qu'au cours des dernières années, le mouvement s'est beaucoup affaibli et que certains ont exprimé les plus grandes réserves à son égard. Mais nous avons récemment tenu à la Nouvelle-Delhi une réunion des ministres des Affaires étrangères des pays non alignés. La presse a prétendu que c'était le dernier sursaut du moribond, n'hésitant pas à employer un ton tragique. Mais nous avons en fait renforcé le mouvement et sommes parvenus, sur certains problèmes très épineux, à un accord qui n'est peut-être pas satisfaisant pour tous, mais qui en tout cas est acceptable. Nous pensons que nous avons ainsi établi une base à des actions ultérieures concernant des problèmes préoccupant tout le monde. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre les aspirations non violentes que l'Inde a toujours exprimées avec l'accroissement de votre puissance militaire, le contrat que vous avez signé avec l'Union soviétique pour 1,6 milliard de dollars de livraison d'armement? Pas vraiment, car si nous sommes envahis par un pays étranger, alors il n'est plus question de violence ou de non-violence. Il est du devoir d'un pays de protéger son indépendance. Une dernière question, Madame le Premier ministre. Quelle est votre priorité à l'heure actuelle sur le plan intérieur en Inde? Dans un pays comme l'Inde, il est très difficile d'avoir une priorité, parce que la principale priorité est de se débarrasser du sous-développement économique, c'est-à-dire d'améliorer le niveau de vie des citoyens. Mais les facettes de ce problème sont multiples. Nous avons résolu le problème des céréales, sans pour autant résoudre le problème alimentaire, car le blé et le riz ne suffisent pas à nourrir un homme. Donc, même le programme agricole n'est pas près d'être accompli. Tout ce que nous entreprenons dans le domaine de la santé ou de l'éducation augmente d'une année à l'autre et d'un plan à l'autre. Mais le nombre de la population et l'immensité du pays sont tels que de vastes régions sont encore quasi inexplorées. Il faut que vous vous rendiez compte que d'une part, nous disposons de l'énergie atomique et même de l'un des équipements scientifiques et technologiques les plus développés, puisque nous nous plaçons au 3e rang quant au nombre des savants et des experts scientifiques. D'autre part, nous avons des tribus qui utilisent encore des flèches empoisonnées et que nous ne pouvons pas atteindre. En 1950, j'accompagnais mon père dans un voyage au nord-est du pays où la population n'avait jamais vu une roue, ni aucun objet de forme circulaire. Le premier pneu qu'ils virent était celui du Dakota dans lequel nous avons atterri. Il faut donc exécuter des programmes économiques et sociaux et accorder une assistance particulière aux personnes qui accusent le plus de retard et qui ont le plus souffert d'injustice. Parallèlement, et malheureusement à cause de la situation mondiale, nous devons renforcer notre système de défense. Il faut donc tout mener de front. Vous ne pouvez pas dire à un enfant « aujourd'hui tu auras à manger, demain à boire, après-demain je te donnerai un bain ». Il faut tout lui donner tous les jours. Thank you very much.